Bonjour et de nouveau bienvenue dans le Nouvel Angle, cinquième épisode. Mais avant tout, le Nouvel Angle, c'est quoi? Le Nouvel Angle, c'est le podcast qui permet aux étudiants et professionnels de découvrir cette nouvelle vision apportée par le digital. On est en podcast aujourd'hui sur Twitch en direct, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur Spotify et YouTube en rediffusion en tapant le Nouvel Angle. Nous sommes dans les locaux d'Epitech Digital School, encore une fois, en compagnie de Pablo Loring. Comment vas-tu? Bonjour. Merci pour Alors, l'invitation. merci à toi d'être venu. Merci, oui. Nous allons aborder cet épisode en 3 parties, Mhm. comme d'habitude. Dans la première partie, nous allons parler de ton parcours, comment Mhm. tu en es arrivé là aujourd'hui. Mhm. Dans la deuxième partie, nous allons aborder plutôt ton parcours professionnel, Mhm. avec tes métiers. On va parler plutôt d'entrepreneuriat aujourd'hui. Mhm. Et en troisième partie, petite masterclass où on va parler de comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation avec 4 sous-parties. Carrément. On en parlera plus tard. Allez. Alors commençons par cette première partie. On a une question qu'on aime bien poser pour commencer à mettre le cadre. C'est de résumer ton parcours, on va dire tes études jusqu'à ton métier actuel, de manière assez synthétique. Et ensuite, on va en parler plus en détail. Très bien. Donc, moi, je fais partir d'une famille d'entrepreneurs. Mon père, il était entrepreneur. Donc, j'ai toujours vécu cet esprit d'entrepreneuriat. Donc, je commençais à 12 ans à vendre des yo-yo avec ma sœur, des yo-yo grecs à l'école. Et j'ai vu Hmm. très vite que j'avais la tchatch. J'avais le pouvoir de parler, de raconter une petite histoire, et les gens, ils écoutaient. Et donc, je me suis dit, c'est cool ça. Et donc, au moment venu, quand on grandit, on doit choisir les études. Je me suis dit, ça serait bien de devenir entrepreneur, mais il faut bien connaître peut-être les bases. Et donc, je fais une école de commerce. Je fais à moitié Espagne, France, Canada. D'accord. Parce que Euh, avant les études, tu étais où? Dans quel À pays? Madrid. Madrid, ok. Ouais, j'ai grandi à Madrid. Au lieu de commencer de suite l'université, j'ai fait une année en Australie, Ok. où là Mhm. j'ai appris l'anglais. Ok, Je suis devenu aussi prof d'anglais pour les petites. C'est une certification qui s'appelle TEXO. d'accord. Et en même temps que je faisais mes études, j'ai travaillé à côté comme prof avec les enfants. Hmm. D'accord. Voilà, et donc j'ai passé j'ai développé tout ce qui est la pédagogique que j'ai aujourd'hui. Je prends toujours des trucs que j'aime bien de chaque côté. Et donc pour les enfants, ça va être plus, c'était un jour, ils t'aimaient, tout ce que tu faisais, c'était beau. Et le lendemain, c'était la Le merde. méchant prof. Ouais, voilà. Ok. Et donc, l'adaptation, c'était un de mes points forts aussi. Donc, finalement, je finis en 4 ans mes études de mon euh, subdéco, l'école de commerce. Ok. Et je me suis rendu compte à la fin, quand je fais mon stage au Canada, que je voulais pas travailler pour quelqu'un. Hmm. Je pense que je ne suis pas fait pour. J'ai un petit souci peut-être avec discipline ou Euh, il y a quelque chose. En tout cas, je me suis dit, bon, depuis le début, je lance mon truc. Je commençais à. Je me suis dit, ben, un truc que j'aime bien, c'est l'anglais. Donc, je fais des études, ça s'appelle CELTA and Cambridge. Et donc, je mélangeais les deux. Et donc, j'ai donné des cours aux entreprises pour executives, CEOs, pour améliorer leur anglais et développer leur business ailleurs. Hmm. Ça s'est Ok. très bien marché pendant quelques années à Madrid. Et puis après, on a déménagé avec ma femme à Bordeaux. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, t'es passé de Madrid à l'Australie, au Canada, et Mhm. puis t'es revenu à Madrid. Pourquoi avoir fait tous ces changements? Est-ce que t'aimes bien voyager? Est-ce que c'était Oui. seulement pour les études? Oui, il y avait plein de trucs. C'était pour les études, c'était pour les femmes aussi, pour Oui. les expériences évidemment, mais surtout une appétence de rencontrer des gens. Hmm. Moi, je m'enrichis énormément des gens. Mhm. J'adore connaître des personnes intéressantes, de poser des questions pertinentes, de poser les questions un peu chiantes des fois, un peu de challenge pour Mhm. savoir rentrer un peu dans les détails. C'est pour ça un peu que j'aime bien les langues, parce que quand tu parles une langue de façon superficielle, bah, tu peux
pas vraiment rentrer dans les détails. Moi, ce que j'aime bien, c'est rentrer dans la culture. Pourquoi tu penses comme ça? C'est très marrant, la façon, les expressions locales, les expressions communes, pardon. Donc, tout ça, ça donne un peu de, comment dire, un peu de feu, un peu de... Hmm. Ok, Tu parles ok, je vois. tu parles de culture, mais qu'est-ce que tu en retires des cultures, par exemple australiennes, de ta culture espagnole natale Mhm. et de la culture française? Qu'est-ce que tu en ressors de Mais bon? les Australiens, en général, sont beaucoup plus laid-back, beaucoup Mhm. plus tout se passe bien, tout va Ouais. bien, t'inquiète. Mhm. Petite histoire que je garde, comme je dis, j'essaye de prendre tout ce que j'aime bien de chaque truc. Donc, quand tu rentres dans le bus, ben, tu dis bonjour. Mhm. Même ici en France, je pense, on dit bonjour. Mais quand tu descends, ici, tu Hmm. dis rien du tout. Alors Ouais, que il n'y a là-bas, tu dis pas beaucoup de gens qui disent au revoir. Ouais. Hmm. thanks. Hmm. Et donc, je me suis dit, ça, c'est cool quand même. Parce que Mm. c'est vrai que la personne est en train de te rendre un service. Et donc, j'ai gardé ça et je me suis dit, bah, je vais faire comme les Australiens. Je vais faire, à Mhm. chaque fois que je rentre dans le métro, c'est un peu bizarre, mais sinon, je vais faire aussi. Et tu regardes, il te regarde par le miroir, tu dis Ouais, au revoir. ça fait plaisir Ok, à tout le monde, euh, ça prend 2 secondes. voilà. Hmm. Donc, ça, c'est côté australien. Aussi, à un moment donné, les Espagnols, les Italiens, les Français, on a un peu du mal à parler anglais des fois, surtout l'accent, etc. Hmm. Et ça arrive pas très vite. Je me rappelle, avant d'y aller, il y avait un ami à moi qui avait fait un an, ouais, 6 mois ou un an aux États-Unis. Et il me disait, vas-y, tu vas voir, en 4 mois, tu comprends tout, tu parles bien. Et mec, en 4 mois, je, je, je me sentais Comme un Américain. pas comme un Américain, en tout cas. Non, non, je pouvais pas parler. Ah, pas du tout. Un Ok. jour, je pouvais parler. Le lendemain, je comprenais rien. C'était Ah, donc difficile. c'était difficile. C'était vraiment Après, difficile. D'accord. l'Australie aussi, c'est pas. Ouais, c'est pas donné. C'est Hmm. comme le québécois. Ouais, c'est Donc, ça. honnêtement, c'était vraiment. Et je me suis dit, c'est moi. Je prenais sur moi. Mais un Australien, il vient, il me dit, take it easy. Tu vas être combien de temps ici? Je vais être pendant un an, 13 mois, je suis resté là-bas. Il dit, si tu peux pas parler, mais t'écoutes. Si le lendemain, tu peux dire 2 trucs, mais tu essayes. T'as le temps, relax. Et là, Mhm. ça a vraiment aidé. Mhm. Et à partir de là, je me suis dit, bah, je stressais pas. Si un jour je comprends pas, bah, je prends une pause. Ok. Et donc, ça a Mhm. aidé tout au long de ma vie de dire, ok, je suis pas au point où je voulais être, c'est pas grave. D'accord. Je, je, peut-être je serai pas à ce point-là aujourd'hui, mais dans 5 mois, j'y serai. Parce que je me connais, je continue à développer mes D'accord. compétences. Donc, très Voilà. tôt, tu as eu un déclic pour l'entrepreneuriat, avec la tchatch, etc., comme Oui. tu nous dis. Aussi pour aller découvrir de nouvelles cultures, pour Oui. apprendre. Oui. Après, en fait, tu as fait une école du coup de business Oui. où tu dis que ça t'a servi de base. Oui. Qu'est-ce que tu entends par servir de base? Donc la base, pour moi, c'est une façon de réfléchir. C'est un esprit critique. Les compétences que j'ai apprises sont plus au point aujourd'hui, honnêtement. Moi, c'est la question que je me posais justement au niveau des méthodologies, ça a dû beaucoup changer. Il faut se recycler. Là, je crois énormément au recyclage de l'information, développement personnel et professionnel. Et du coup, c'est plus ça, c'est un esprit de apprendre de façon continue, un esprit de se poser les bonnes questions, un esprit de filtrer, un esprit de ne pas croire, parce que même si l'information est présentée de façon un peu ChatGPT avec beaucoup d'aplomb, toujours mettre ses propres filtres par rapport à tes valeurs, par rapport à tes principes, par rapport à comment tu vois le monde, comment tu amènes, t'apportes ta petite goutte où tu vas. Donc, c'est plus ça que j'entends pour base. Ouais. Donc, tu as plus retenu des soft skills que des hard skills. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment les hard skills, ça évolue dans le temps. Donc, justement, faut apprendre à évoluer. ouais, je pense qu'on va rentrer dans les sujets, mais avec l'IA, les hard skills, ils vont au fur et à mesure, en fait, pas disparaître, mais ça va évoluer. Alors que les soft skills, ça va être difficile pour l'IA parce que c'est vraiment c'est de l'humain. émotion et ressenti, rapport. C'est compliqué pour l'IA pour l'instant. Ouais. Et donc, cette école de commerce, c'était combien d'années? C'était 4 ans.
4 ans. Ouais. Ok. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Hmm. Est-ce que tu recommanderais une école de commerce à n'importe qui? Ou est-ce que tu penses que, comme beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de critiques aujourd'hui sur les écoles de Bien commerce, sûr. sur le fait que, bon, apparemment, ça sert pas à grand-chose, etc. Toi, quel est ton point de vue là-dessus? Euh, J'ai une réponse courte ou une longue? Réponse comme tu le sens. La D'accord. meilleure réponse que tu peux donner. C'est un oui, mais non. Hmm. C'est ça ma réponse. Donc c'est un oui dans le sens, quand tu as 18-19 ans, je pense que, sauf si tu as eu un parcours de vie, par exemple, il y a un des parents qui est plus là et que tu dois grandir plus vite, on n'est pas assez mature, donc on a besoin de ce temps pour, des fois, rien faire. Des fois, apprendre un truc dans l'année, tu fais un Erasmus, et tu t'éclates, mais tu apprends pas trop, mais c'est pas grave parce que ça fait partie d'une expérience de vie. Donc tout ça, j'en le verrai pas. Ça, c'est des trucs que je pense que ça apporte énormément de valeur. Maintenant, au niveau compétences, hard skills, au niveau information, etc., que tu dois mémoriser surtout, là, je pense pas. Je pense que c'est plus sur l'état que tu vas apprendre et c'est plus les soft skills comme on a parlé tout à l'heure. Et donc, je pense que 4 ans, c'est suffisant, mais encore une fois, ça dépend aussi de ta personnalité, ça dépend de ta maturité, ton niveau de maturité, ça dépend, mais moi, au niveau relationnel, ça m'a beaucoup aidé. Comprendre comment les autres font aussi. Je pense que ça te rassure dans une société où on doit toujours se remarquer, dans une société où on doit toujours se rassembler aussi pour faire de la force. Donc, je pense que tu trouves tes repères, alors que si tu sautes de l'enfance au monde réel, on va dire adulte, il n'y a pas cette petite transition qui nous, on a développée D'accord. en tant que société, et que honnêtement, à moi, ça m'a aidé. Voilà. Ok, ok. Et tu mentionnais aussi avoir fait du coup des cours particuliers pour commencer avec des enfants et après plus tard tu t'es formé pour faire ça. C'est quoi? T'avais une appétence particulière pour l'éducation ou c'était peut-être le premier choix pour commencer à gagner un peu d'argent en parallèle des études? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Donc, en gros, je viens d'une famille assez humble où il y avait pas d'argent dans la famille. Donc, si on voulait avoir notre. Il y avait pas argent de poche, il y avait pas ça, ça n'existait pas. Donc, à un moment donné, quand tu as 12, 13 ans, il y a tes potes qui vont sortir au cinéma, qui vont te faire un McDo, qui va si. Là, tu te sens un peu con quand tu peux pas. Et donc, je me suis dit, non, je vais changer ça. En plus, nous, on était un peu poussés par côté mon père. 10 frères d'une grande famille. Lui, il vient de 10 frères et 10 sœurs. Pardon, 10 frères et sœurs en total. Ok. Donc, en gros, il fallait que je me débrouille par moi-même pour rencontrer un peu de, économiquement parlant, c'est un peu plus indépendant. D'accord. Voilà. Ça vient de là, de vouloir mon indépendance. Et je pense qu'à partir que je veux qu'avec l'argent, tu gagnes ton indépendance, tu n'es plus dépendant au niveau, par exemple, transport. Tu peux prendre un bus, voilà. Tu n'as pas une voiture, mais tu prends un bus, tu prends un train. Au niveau amis, si quelqu'un te propose de faire un truc, tu regardes tes sous et tu dis, non, je peux pas, mais je pourrais dans un mois, quand j'ai gagné mon sou. Et tu dépends pas de papa, est-ce que tu peux me donner de l'argent pour ça, ou tu dépends que de toi. Si tu veux travailler plus, tu dors moins et tu travailles plus. Ok, donc c'est peut-être justement ce côté un petit peu débrouillardise que tu as su garder et qui fait que peut-être c'était pas le bon choix d'aller chercher un métier comme tout le monde, le salariat, etc. C'est sûr. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce choix en fait, après tes études, d'avoir continué dans cette voie-là? Mais en gros, comme j'ai dit, après le stage, j'ai fait une stage dans une école des langues où j'étais côté admin. C'était 8 heures, entre 7 et 8 heures au Canada, à Toronto, derrière les écrans. J'avais 2 écrans. Par contre, 2 écrans, c'est bien. Si vous avez qu'un écran, je pense que 2 écrans, au Canada, tout le monde a 2 écrans, même le petit employé et tout ça, et ça augmente la productivité, ça a été éprouvé, je suis assez d'accord. Donc ça, c'est un truc que je garde, comme je dis, ça c'est mon petit truc que je garde, tous les restes.
Il y avait beaucoup de temps que je savais pas pourquoi j'étais là. Il y avait rien à Mhm. faire. Et C'était quoi normalement en mais théorie l'objectif du stage? l'objectif du stage, c'était aider donc tout ce qui était admin. Donc c'était une école des langues internationales où ils recevaient des clients. Et moi, j'étais en charge de tous les marchés latinos, comme je parlais espagnol, et Mhm. aussi canadien, pour gérer quand il y a un client qui arrivait, traiter leurs données et envoyer une lettre au ministère D'accord, pour, voilà, donc Ok. c'était pure administration. d'accord, ok. Donc ça ne me dérangeait pas quand j'avais des clients à traiter. Mhm. Par contre, il y avait la plupart du temps, il n'y avait rien à faire parce qu'il n'y avait pas de clients. Et donc, ce qui me dérangeait énormément, c'est que même s'il n'y avait rien à faire, je devais donner mon temps parce que c'était dans mon contrat. Et je Mhm. ne comprenais pas de dire, les gars, si demain il n'y a plus à faire, mais je viendrai demain, mais maintenant, Oui, pouvoir ouais. venir en fonction de ce qu'il y a à faire et peut-être, en fait, ouais, c'est vrai qu'il y avait peut-être un manque de sens du coup où tu disais, mais en Mm. fait, je suis là, Ouais, mais ça C'est sert pas à rien en flexible, t'es fait. rigide. il y a Mm. peut-être aussi un sentiment d'imposteur, parce que tu viens, t'es payé, mais tu fais rien, alors Mm. que t'es venu pour faire quelque chose. Donc, Non, c'était plus le syndrome le syndrome de l'imposteur, ça vient après, mm, quand as plus de compétences. Parce que moi, pour moi, en tout cas, les syndromes de l'imposteur, ça arrive quand tu commences à être un expert dans un domaine, tu sais qu'il y a beaucoup de choses que tu sais pas. d'accord. Et ça vient de là pour moi. Quand tu te Mm. dis, oui, je sais que je sais beaucoup, Mm. mais quand je regarde le scope, je vois qu'il y a plein de trucs que je sais pas. Et Mm. pour moi, ça vient de là. Même si je connais énormément de choses par rapport à mon subject matter expert, Mm. euh, je, je, je sais que j'ai encore Mm. Mm. beaucoup de choses à apprendre. Mais justement, j'ai vu un graphique très intéressant qui expliquait un petit peu peut-être la source de ce Mm, syndrome-là. Et en fait, bon, faudrait que je le retrouve. mm, C'est une sorte de montagne mm, de la mm. stupidité où en fait, quand on n'y connaît rien, on est assez objectif. Je te sens très fort. On commence à avoir quelques connaissances sur le sujet et là, on pense qu'on est le meilleur. Et en fait, au bout d'un moment, quand on en commence à avoir encore plus de connaissances, là, on se rend compte qu'en fait, bah, il y avait encore Tu plus connais de choses rien. et qu'en fait, on n'y connaît rien. Et du coup, ça redescend. Et c'est une sorte de montagne de la Ouais. stupidité. C'est assez drôle à voir. Donc, pour Mm, répondre à ta question, je suis assez d'accord mm, avec ça. Et c'était plus côté quelle perte de temps. Et pour Ok. moi, le temps, c'est la ressource la plus importante dans notre vie. L'argent, ça vient, ça part. Mm, Des fois, tu es là, des fois, tu es là. Le temps, par contre, ça part. Ça ne vient pas. mm, Et donc, pour moi, c'était ça qui me dérangeait. d'accord. Tu pourrais faire quelque chose au lieu pourrais d'attendre faire devant tes deux beaux écrans et Mais à rien faire. même dans l'entreprise, j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire d'autre. Ah, non, t'attends. D'accord. Ok. Vas-y, YouTube. D'accord. Bon. Et du coup, sur cette longue période d'études, de commencer un petit peu à faire de l'éducation, etc., Mm. moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as pu découvrir des traits de personnalité sur toi-même Oui. qu'aujourd'hui tu te dis, bah en fait, c'est peut-être pour ça que j'en suis là. De cette époque-là. Oui, de cette époque-là, vraiment, les études, le début peut-être de tes métiers, mais Ouais, vraiment ce début. Qu'est-ce que t'en ressors? Mm, très rapidement, mm, comme j'ai dit, c'était un peu la tchatch. mm, J'arrive à percer dans le rapport. Ça, c'est très important au niveau prof. Créer un rapport sain et créer un environnement safe, un environnement sécurité pour faire l'autre sentir à l'aise. Et donc mm, là, au niveau relationnel, par exemple, j'ai vu que j'étais assez fort naturellement. Après, d'accord. j'ai développé encore plus Mm, mes méthodes, où j'ai mis des méthodes ou des noms aux trucs que naturellement je faisais. mm, Et donc ça, c'était un point très vite, je me suis rendu compte. Par contre, par exemple, il y avait des traits, des compétences que je manquais énormément. Par exemple, au stage au Canada, j'ai vu il y avait une manque attention aux détails. mm, Moi, je voulais, en gros, ça semble bien. Ok, allez, c'est bon, c'est propre. Mais si tu rentres dans les détails, il y a une virgule qui manque. Il y a deux petits points qui sont pas bien mis. Et donc, moi, je dis, mais oui, mais le contenu est bien. Oui, il me dit, mais la forme est pas bien.
Il faut que ça Et soit donc, carré. voilà. Et Mm. donc, ça m'a pris du temps et des efforts. Je pense que je suis assez bon aujourd'hui. Je me bien développer. D'ailleurs, je développe aussi. Je suis traducteur. Pour être traducteur, il faut bien faire super attention aux détails, que Mhm. tout soit complètement carré. Donc, du coup, là où j'étais quand je commençais, c'était pas du tout attention aux détails. Ou là maintenant, grosse croissance en compétences. Par exemple, pour vous donner 2 exemples. Ok, ok. Et sur ce point relationnel, parce que c'est assez opaque, moi par exemple, quand on me parle de relationnel, je sais pas en fait vraiment quelles compétences mettre dessus. Est-ce que tu penses que c'est Ouais. plutôt de l'empathie, que Mm. c'est une manière de parler? Qu'est-ce que c'est pour toi le Est-ce que relationnel c'est naturel ou est-ce que Mm. ça s'apprend aussi? Aussi. Mm. Les deux. Donc, tu peux avoir une base naturellement, tu es bon au foot, tu es bon au tennis, et après, Mhm. tu vas développer ça parce que c'est plus facile pour toi. Mais de base, tu es bon. Ou alors, tu es une bille, mais avec un bon prof, tu apprends Ok. si tu as envie. Voilà. Mm. Donc, pour moi, c'est pas inné, c'est inné une base, on va dire. Mais après, tout le monde peut développer ça. Et pour répondre à ta question par rapport au relationnel, pour moi, ça rentre dans le storytelling, captiver l'attention de ton interlocuteur, Mhm. garder l'attention. Euh, et empathie, oui, donc tout ce qui est intelligence émotionnelle. Donc Mhm. savoir se mettre dans la position de l'autre, savoir que l'autre, il vient d'arriver, il est fatigué, qu'aujourd'hui tu avais prévu de faire tout un tas de trucs, mais non, tu vas adapter parce que tu as dans la tête qu'il est vraiment fatigué. Ok. Et donc tu vas essayer d'adapter ton discours. D'accord. Donc c'est Mm. plus en fonction, c'est plus lire entre les Mm. lignes, c'est plus lire, we read the room, on dit en anglais. Ok. Donc tu vas lire ce qui se passe alors que une personne sans ça, et il dit bah aujourd'hui je dois faire ça, vas-y Mm. hop là, je fais ça. Tu vois. Ouais, ok. C'est Ok. un peu ça. Peut-être une analyse par-dessus. Moi, j'ai une question avant de rentrer du coup dans la partie 2 sur l'entrepreneuriat. Ouais. Du coup, tu décliques très tôt de tu veux pas bosser pour les autres, tu veux bosser pour toi. Ouais. C'est un schéma de travail en fait qui est pas forcément bien vu par tout le monde, surtout en fait quand on parle à nos parents comprennent pas en fait pourquoi on veut pas aller dans une grosse boîte. C'est beaucoup plus risqué de bosser pour soi. Mm. Ouais. Comment, quand t'en parlais autour de toi, comment les gens le vivaient et comment toi tu pouvais l'expliquer et le faire comprendre? Pour moi, sincèrement, c'était pas un souci parce que très rapidement, j'ai eu de succès Mhm. sur ces entrepreneuriats, sur ces freelances. Je n'ai pas eu de problème d'argent financièrement parce que j'avais un muscle financier déjà à 15 ans, bon, 12 ans, 15 ans. Je continuais à essayer d'être indépendant financièrement. Donc, le muscle était là et je savais ce qu'il fallait faire et je le faisais. Donc, du coup, tant qu'il n'y avait pas de problème, malheureusement, on habite dans un monde où tout ce qui est financier, ça pose énormément de problèmes au niveau couple, au niveau famille, tous les niveaux. Alors quand Mm. ça disparaît, il n'y a pas de problème financier, Mm. bah, ça reste des petits soucis des fois à la con. Des petites Donc, préoccupations, mais pas voilà. plus. Mm. Et donc, comme tout se passait bien depuis le début, premier mois, vraiment, vraiment, euh, bah, il y avait pas une remise en question de pourquoi tu fais ça, tu fais ça et ça marche, bah, trop bien. Ok. Ok. Bon, on va passer du coup à cette partie 2. Ouais. Et pour commencer, on va parler du sujet principal qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat, on va dire, parce qu'alors on va parler des différents types d'entrepreneuriat. Mm. Mais on va dire l'entrepreneuriat startup, ton projet Elliot, Mhm. c'est quoi? Mais c'était un projet qui a duré à peu près 2 ans et demi et c'était une application de rencontres amicales pour rencontrer ses voisins euh, en fonction leur centre d'intérêt. Ok. Voilà ce que c'était. Donc tu reprenais le concept en fait, peut-être d'application de rencontre non amicale, mais tu le transférais en version amicale. C'est ça. J'ai Ok. toujours un peu, j'ai pas mal voyagé maintenant qu'on connaissait un peu l'histoire. Et moi, je suis assez social, donc c'était pas difficile de papoter, parler, socialiser.
Mais notamment ma femme, par exemple, et d'autres personnes qui sont un peu plus introverties, j'ai vu qu'ils avaient du mal à faire ça, notamment les voyageurs, les personnes qui arrivent, moi, en tant que j'arrive dans faire ton réseau. Ok. Et donc, je me suis dit, je pense qu'il y a un truc à faire. Et je pense que je peux aider au moins une partie de la population à créer des relationnels qui, comme je dis, ce que je kiffe dans la vie, ce qui enrichit ma persona. Et, euh, et voilà, donc j'ai vraiment tout donné pour essayer d'aider les personnes, rencontrer des personnes dans la vie réelle. Parce que l'idée, c'était de faire sortir de l'écran. On avait un algorithme que tu triangulé la position de toi et la position de la personne avec qui tu avais des trucs à partager et qui rapidement t'est poussé vers un café où on avait un partenariat et boire un café tranquillement, papoter, comme on est en train de faire nous maintenant. Et cette idée, elle a maturé pendant longtemps avant de t'y mettre ou tu t'es dit un jour, en fait c'est ça, il n'y a personne qui le fait, je me lance. Je le montais avec un associé, il est un peu plus âgé que moi. Et ça a beaucoup aidé aussi dans le côté rassurant, parce qu'il avait déjà monté d'autres boîtes. D'accord. Et donc l'idée, ça vient un peu de... Il me raconte ça, on boit un café, on l'a fait évoluer, on teste un peu le marché pour voir si ça pourrait plaire aux personnes. On voit qu'il y a une certaine appétence. De notre côté, la première, parce que je pense que quand tu lances un truc, tu dois être super enthousiaste. Même si après, la motivation, ça peut partir. Au début, c'est un signe que tu dois voir. C'est un peu comme au début d'une relation. Mais tu dois sentir le petit... Les papillons. les papillons, voilà. Bref, et donc il y avait tout ça. Il y avait un peu de petite obsession où tu pensais tout le temps à ça, quand je peux faire ça. Ouais, tu voyais et à chaque fois qu'il y avait un problème, tu voyais une solution dans ta tête. Ouais, je pourrais marcher sur ça. Donc tout ça, c'était des bons signes. Et je me suis dit, ben, vas-y, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je pense que l'opportunité s'est présente maintenant. Il faut la saisir. Et je me suis dit aussi, je suis une personne que très rapidement, je fais un éventail de la meilleure, dans les meilleurs des cas et dans les pires. Effectivement, je focalise toute mon énergie sur les meilleurs des cas. Par contre, j'ai fait une évaluation du pire. Je dis, si ça arrive, bah, ça peut arriver. Voilà. Là, j'ai évalué, je sais que ça peut arriver, je le mets de côté et je me focalise sur tout va bien se passer, je vais bosser pour ça. Et quand ça arrive, parce que ça arrivait qu'on a fermé la boîte, bon, mentalement, ça aide d'avoir déjà prévu. Bon, ça peut arriver, c'est pas la fin du monde, c'est dur, c'est pas la fin du monde, maintenant il faut rebondir. Ok, et donc ça a été lancé en quelle année? De quelle année à quelle année? Fin 2017 jusqu'à premier, deuxième mois de Covid, donc mars-avril 2020. Donc la mauvaise période pour tout le monde. Ok. Voilà, justement, on voulait faire sortir les gens. Ouais. Et là, il y a un petit virus qui nous dit personne ne peut sortir. Et donc, côté virus, côté aussi investisseur, côté on n'avait pas forcément les résultats financiers qu'on voulait. Donc, ça fait une vraie mélange dans l'équation qui a fait que. C'était, on va dire, le coup de massue. C'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Donc. 3 ans on va dire, de développement. Peut-être tu as pu tester le marché à plusieurs reprises. Moi, je me souviens à un moment d'une anecdote que tu nous avais donnée. Est-ce que tu peux en parler justement pour tester le marché? Quelle anecdote? Les petites sorties où tu allais interroger les gens dans la rue. Ah oui, évidemment. Donc, rencontrer le marché, c'est une des erreurs que nous, on fait en tant qu'entrepreneur et que j'essaye de faire apprendre justement de mes erreurs. Premier aussi par rapport à une méthode qui s'appelle la Lean Startup, on parlera tout à l'heure. Donc en gros, très rapidement, tu développes un MVP, tu développes une solution, on va dire, avec ta proposition de valeur principale et tu testes. Tu testes et tu itères. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas pété de ces réflexes, donc on a rencontré le marché, on a vu l'opportunité, on a développé une première version qui nous a coûté énormément d'argent et après, quand on a testé, on a vu qu'effectivement, il fallait itérer. Parce que ta première version ou la deuxième ou la troisième, ça ne va pas être parfait. Et donc, à chaque fois, comme nous, on développait en externe, donc on avait un freelancer qui développait pour nous,
Ça, c'était un des points faibles dans notre histoire entrepreneuriale. C'était à chaque fois, on n'itérait pas assez vite, on n'allait pas assez vite. Côté freelancer, notre côté de rencontrer le marché. Mais oui, pour les anecdotes, pour rencontrer notre marché, c'était les gens, on va dire, génération Z, 16, 20 ans. Donc, en gros, nous, on voulait que les messages à véhiculer, c'était sors de ta grotte. Nous, on est dans notre grotte, dans notre maison, dans notre zone de confort, avec notre téléphone, en train de scroller. Et nous, on voulait te faire sortir un peu. C'est à l'époque, quand on était des hommes des cavernes, c'est en sortant de la grotte qu'on rencontrait des gens, qu'on a évolué. Parce qu'apparemment, ça a été des personnes qui disent que c'est le pouce. Il y a d'autres personnes, d'autres études qui démontrent que c'est la communauté. Quand comme Star Wars, quoi. Tu fais la force. Ok. Et donc, en gros, on voulait faire ça des petites communautés des 2, 3, 4 personnes. Et donc, je me suis habillé en Cro-Magnon à Bordeaux. Et là, je suis sorti rencontrer des gens, parler de ma solution de façon un peu rigolote, présenter la première version, la deuxième version à l'époque. Et des belles images aussi pour les réseaux, des bêta-testeurs, etc. Donc, oui. Tu avais quand même une petite avance parce qu'aujourd'hui, je sais que si tu postais ce genre de choses sur TikTok, Instagram, etc., où tu t'habilles en Cro-Magnon, t'interroges les gens dans la rue, ça serait le buzz. Je pense que ça marcherait, hein, franchement. Je pense qu'à l'époque, je vous invite à le faire. T'avais cette petite avance. C'est un concept qui est vraiment incroyable. Je vous invite à le faire, ouais. Mais du coup, tu l'avais filmé, tu l'avais posté ou pas? Ou c'était seulement Oui, bien sûr, on l'a l'interaction dans filmé, la on l'a rue? posté, on a même fait une mini série télévisée, on appelait ça, une bande-annonce où c'était comme si dans des news, à la télé, vous appelez quoi ça, Les news? Ouais. Le journal? Oui, les journaux. Les journaux, voilà. Dans les journaux, il disait bon, apparemment, il y a une famille des Cro-Magnons qui vient de se téléporter des années, je sais pas quoi, et donc on avait inventé un peu cette histoire. Ok. Donc, oui, en tout cas, on s'amusait. On s'amusait à faire des trucs que nous, on pensait, ah ouais, ça peut être marrant, ça. Ah ouais, vas-y, on tente. Ça n'a pas de sens. Oui, pour nous, ça a du sens. Et allez, on essaye. Et pour moi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est pas parce que tout le monde fait ça que tu dois le faire, mais qu'est-ce que tu parles à toi? Moi, ça me parle plutôt ça. Vas-y. Ok. Et ce marché-là, parce que du coup, il y a beaucoup d'études pour trouver le bon marché. Comment tu trouves le bon marché? Parce que peut-être tu vas avoir un marché qui va avoir beaucoup plus de valeur, un autre qui va avoir un plus grand nombre de personnes. Et peut-être en fait, celui qui va avoir de la valeur, il va avoir très peu de personnes. Celui où il va y avoir beaucoup de monde, très peu de valeur. Comment tu fais le pour et le contre de celui lequel tu vises avant de te lancer? Ben, je pense que cette réponse est plutôt courte, c'est en testant. Tu testes. C'est try and error. C'est pour ça que le lean, Voilà. le lean est super important. Ouais. Tu essaies, tu analyses, tu itères. Tu essaies, tu analyses, tu itères. À un moment donné, normalement, tu dois valider dans la ligne startup. On dit, on valide 3 questions principales. C'est est-ce que la personne est intéressée? Oui. Maintenant, deuxième question, est-ce que la personne paye? Oui. Ah, ok. Et maintenant que la personne paye ta solution, tu es content? La troisième question, super important, est-ce que la personne va recommander? Une fois que tu as validé la première, la deuxième et la troisième, La fidélisation et la rétention. là, tu arrives à product market fit. Et donc, c'est la bonne cible. Voilà. Mais pour arriver à là, beaucoup d'itérations. Quand je dis beaucoup, ça peut prendre des mois, des années. Mais par contre, une fois que tu arrives, c'est bonheur. Mais c'est vrai que c'est un petit peu l'objectif de toutes les startups, justement, de trouver ce product market fit. Oui. Et ça peut prendre plusieurs années. J'ai même entendu des fois, il me semble que c'est Comet comme entreprise qui travaille, bon, c'est dans tout l'univers freelance, etc. Une startup dans ce domaine-là qui apparemment avait trouvé à un moment un product market fit et qui ensuite l'a perdu. Donc il y a même parfois en fait, des entreprises qui ont travaillé des années, qui trouvent un produit et qui après en fait, se retournent pas au point de départ, mais il va falloir continuer à améliorer. En ce moment, je travaille avec un super entrepreneur qui a développé une solution en SaaS. À l'époque, c'était, quand je dis à l'époque, c'était il y a 6 mois. C'était une solution pour le plugin sur ChatGPT.
C'était Ah, avant le je GPT. le vois venir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il travaillait pour une entreprise, tout se passait bien, c'était un software engineer, donc il gagnait bien, il était maître de son métier. Et donc, à un moment donné, il prend le choix, je ne veux plus vendre mon temps pour ça, je me lance en freelancer à partir du moment où il gagnait 10 000 € par mois. C'est déjà très, très bien. Oui, bien OK? sûr. Ah oui. Et donc, il prend la décision d'échanger. Et là, un mois plus tard, voilà, GPT sort. Donc, il n'y a plus de marché de plugin pour monétiser ça parce que GPT prend le dessus. Maintenant, il faut pivoter. Il faut pivoter vite parce qu'il n'a plus de travail, on va dire, de façon formelle. Et donc, effectivement, aujourd'hui, plus que jamais, on habite dans un monde où adaptation, flexibilité, ça fait partir moi, il y a une phrase que j'adore, c'est le changement, c'est pas... comment on le dit en anglais? Le changement, c'est pas une variable, c'est une fixe dans l'équation. C'est pas une variable, Ouais. le changement, Ok, c'est je toujours vois. là. C'est toujours là, c'est inévitable. C'est inévitable, Mm. exact. Et donc, voilà, tu dois embrace it. Mm. Tu dois Ouais. Donc en entrepreneuriat, on n'a jamais le droit à la pause. Non. En tout cas, pas dans l'intelligence Je artificielle. suis Moi, désolé, mais non. j'ai non. vu vraiment, pas plus tard qu'il y a une semaine, toutes les entreprises qui travaillaient sur les IA génératives du texte à la vidéo. Ouais, ciao. Voilà. C'est Sora qui est terminé. arrivé. C'est terminé. Bah, C'est OpenAI sauvage, qui c'est arrive. sauvage. Hein. Je pense qu'il y a eu jamais dans l'histoire où... parce que on a eu de première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle. Moi, je pense qu'on est dans la troisième révolution industrielle. Mais ça va tellement vite. Mais la qualité des vidéos, surtout, moi j'ai vu. Alors, il me semble que c'est Sora le nom? C'est Sora. Sora, ouais. Sora, la qualité est vraiment très bonne. Alors Oui, bon, oui, il y aura c'est toujours les problèmes de oui, mais c'est pas exactement incroyable. la vidéo que je voulais. Mais en termes de production, c'est fou. Donc avec de l'amélioration, etc., moi je me dis, ça va vraiment aller très très vite. C'est exponentiel, quoi. Et surtout qu'ils ont annoncé aujourd'hui un meilleur système de learning du chat GPT qui allait sortir bientôt là. Donc ça va être c'est encore plus Mais phénoménal. en pensant que nous, on parle maintenant comme si ChatGPT était toujours là, ou la IA, alors que ça fait même pas un an et demi, vas-y, un an Ouais. et 3 mois. Mais c'est une nouvelle version incroyable. d'Internet, c'est Internet, la nouvelle version d'Internet, Mais les c'est vrai deux que quoi. Pour le coup, moi je me suis posé la question plusieurs fois, mais qu'est-ce que j'aurais fait à un moment pour les tâches où maintenant j'utilise l'intelligence artificielle? En fait, comment je les faisais avant? Je m'en souviens même plus. C'est-à-dire que je sais pas comment je faisais. Alors que Mais c'était il y a 2 ans. c'est la même question, je pense. Tu poses la question à tes parents ou même tes grands-parents. Et qu'est-ce que tu faisais avant les ordinateurs et avant l'Internet? Tu allais dans une bibliothèque. Ah ouais, d'accord. Et tu aurais des livres. Et oui. C'est du temps. Voilà. Et maintenant, je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'IA, c'est un peu ce qui s'est passé dans la deuxième révolution industrielle. Avant des ordinateurs et tout ça, tu avais par exemple pour faire la compta, tu avais un groupe de 100 personnes. D'accord? Pour faire la compta d'une boîte. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur? Tu peux automatiser plein de tâches. Donc, au lieu des 100, tu as besoin d'une petite équipe des 12. Et avec l'IA, tu as besoin des 2. D'accord? Et à un moment donné, tu as besoin de 0. Parce qu'il y aura des agents IA qui vont tout faire tout seul. Il y aura un mec à la fin qui vérifie tout ça et basta. Mais on n'est pas là. Ouais. Mais toi, t'en penses quoi de cette, on va dire, moi je pense que c'est une redirection peut-être des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Il y a aussi certaines personnes qui pensent que en fait, il y aura de moins en moins de métiers aussi, et que donc il y aura beaucoup plus de personnes qui seront au chômage dans le futur. C'est quoi ton point de vue sur ce sujet-là? Moi, c'est clair. Moi, personnellement, je ne vais pas faire le travail qu'une machine peut faire pour moi. Donc, voilà. Ça, c'est un point clair. Je veux focaliser, comme on a dit, l'IA est trop fort pour les hard skills, sûr, mais tout ce qui est soft skills, on n'est pas là. Donc, les humains, on doit peut-être se focaliser sur les trucs d'humains. D'accord. Voilà. Ok, moi j'ai des questions aussi. Alors, sur plutôt, on va dire, les profils d'entrepreneurs, ce que ça implique, etc. Premièrement, sur le rythme de travail. Il y a, on va dire, 2 visions qui s'opposent. Moi, je pense que ça intervient à des moments différents, mais en tout cas, il y a toujours la vision où on dit
quand tu es entrepreneur, il faut travailler sans cesse, etc. C'est très important, mettre absolument tout l'effort que tu peux. Et puis il y a d'autres personnes qui vont te dire, non, c'est important de garder un train de vie équilibré. Si on n'a pas ce train de vie équilibré, bah, en fait, on fait n'importe quoi. Quel mode de vie adopter finalement? Moi, je dis toujours à mes étudiants, parce que c'est une philosophie, un mode de vie, il n'y a pas une recette qui s'applique pour tout le monde pareil. Tu sais, comme les youtubeurs, ils disent bah, la Mm. meilleure façon de faire, nanana. Mm. À chaque fois que je vois un truc comme ça, je dis bah, bon, ça y est, un autre. Et puis la façon change à chaque fois. Donc, En plus. Donc, moi, ce que je me suis dit, d'abord, il faut se connaître. mhm. Et pour ça, on posait la question tout à l'heure, est-ce que c'est pertinent de faire des études supérieures? Oui, parce que c'est là que tu vas commencer à te connaître vraiment, que tu vas être poussé dans un sens, que tu vas avoir un prof qui est un peu con, que tu vas avoir un prof qui est moins permissif, que tu vas avoir un prof qui vraiment et des collègues qui travaillent bien avec d'autres collègues, tu t'entends pas et tu sais pas, il y a des conflits, tu sais pas pourquoi. Donc tout ça, c'est une transition pour la vie adulte Mm. qui est vraiment, qui va vraiment t'aider. Alors les compétences et tout ça, tu vas tout au long de ta vie développer ça. Mais cette transition, c'est qu'à ce moment-là que je trouve que tu peux faire la transition de façon, on va dire, plus Mm. naturelle. Et là, j'ai perdu le fil de pourquoi j'ai dit ça. Ok, bah, pas de problème. Mais en tout cas, moi le point de vue que j'avais dessus, c'est en fait, je me dis souvent, les personnes qui recommandent de faire attention, d'avoir un train de vie Ah oui, équilibré, etc., c'est ça. c'est des personnes qui aussi, avant, n'avaient pas un train de vie équilibré. Est-ce que finalement, c'est pas juste deux étapes de la vie où au début, bah, en fait, tu mets tous tes efforts parce que bah, tu as envie que ça marche. Au bout d'un moment, tu gagnes pas d'argent, il faut bien gagner de l'argent. Donc, tu mets tous tes efforts. Et puis, une fois que ça va un peu mieux, bah, là, tu penses à équilibrer les choses. Donc, il y a peut-être aussi ce raisonnement à faire qui, en fait, bah, au début, tu as besoin d'être concentré. Et puis, c'est peut-être ça qui fait qu'un jour, tu seras équilibré. Donc, c'est vrai que Il n'y a pas une façon y a pas vraiment d'entreprendre, il n'y a de. pas une Mm. façon de faire. Donc moi, je pense que ça dépend. Moi, si je dois entreprendre encore une fois, il y a des erreurs que je ne ferai plus. Par exemple, demander de l'argent au début, love money, Mm. tout ce qui est famille, amis, tout ça, ça s'ajoute une surcouche de pression que tu n'as pas besoin parce que déjà, je suis quelqu'un qui je me mets la pression pour faire un boulot qualitatif. Si en plus j'ai la pression que ça vient de l'extérieur Mm. pour là, je rentre dans non, si je bosse plus d'heures, je vais être plus efficace et plus productif. Alors que non, tu as besoin Mm. c'est un peu comme la salle de sport. C'est pas parce que tu as 6 jours sur 7, c'est normalement, c'est en dormant bien quand tu construis les muscles. Et Mm. si tu dors pas et tu vas à la salle, bah, tu te fais, finalement, tu construis pas les muscles. Mm. Mais c'est la même chose. Si tu travailles, mais tu vas un peu comme un bourrin, sans Mm. réfléchir, sans analyser, sans rencontrer ton marché, sans valider les questions qu'on a dit, sans rechercher ton product market fit, mais tu vas dans le mur et tu les vois pas parce que tu t'es dit, non, il faut que je bosse. Donc maintenant, Mm. comme je le ferai, comme je suis en train de faire, c'est euh, tu commences avec un mini, moi j'appelle ça un matelas financier, Mhm. un coussin financier, je ne sais pas comment vous l'appelez en Mhm. français. Et avec ça, tu tentes, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Mm. Voilà. Parce que justement, c'est une question qu'on se pose, ça coûte Ouais. combien d'entreprendre? Est-ce que Mais, ce coussin financier, il est gros ou pas? C'est un gros coussin, un Ouais. mais petit coussin? moi, perso, je commence cette nouvelle aventure qu'on va parler tout à l'heure avec un coussin de 5 000 euros. D'accord. Avec 5 000 euros, en sachant que je garde, on va dire, la minima à côté, mes freelances, mes cours et tout ça, pour payer mes loyers, être bien, pouvoir... moi, je prends 3 mois de vacances l'année, donc Ah oui. Mm. je me suis... j'ai fait énormément d'erreurs pour savoir que maintenant, ce que je valorise, c'est plus l'argent, c'est le temps, comme je dis. Mm. Et donc, j'essaie de travailler que 4 fois par semaine. Donc, journée, vous appelez ça comme le 4-day Je- working week. Mais c'est Ouais, le les nouveau format. 4 Voilà. jours de travail, je sais pas s'il y a vraiment un terme en français, mais. Mais Bon, c'est ouais, Mm. c'est assez nouveau en France, Mm. ce oui. format-là Donc, en tout de cas, travailler 4 jours. à l'époque, quand j'ai fermé ma boîte, il y avait plein de questions à se poser, analyser pour savoir qu'est-ce qui s'était passé
et des erreurs à ne pas faire. C'est le plus Mm. important. Mm. Et donc, je me suis rendu compte qu'une des choses que j'avais perdues depuis des années, depuis que j'étais étudiant, c'est les reins des contrôles des montants. C'était les autres qui avaient les contrôles des montants. C'était mon associé, c'était la boîte, c'était les investisseurs, c'était les clients. Et à chaque fois, il y a un truc à faire et tout le monde était plus important que moi. Donc, mon temps, Mm. par rapport à moi, les contrôles, c'était complètement perdu. Et donc, comment je récupérais le contrôle? Ben, j'ai fait des études, des recherches, et j'ai vu qu'à Singapour, ils avaient ce système de 4 jours par semaine, Mm. depuis presque 20 ans maintenant. Et que la productivité augmentait entre 20 et 30%. C'est vrai que c'est étonnant. Ouais. Et je me suis dit, Mm. bah, si ça marche, pourquoi pas tester? Et là, il y a 2 ans et demi à peu près, je parlais avec ma femme, je lui dis, j'ai découvert ça, je pense que c'est intéressant. Peut-être au début, ça va être un peu bizarre. Peut-être pas tous les vendredis, peut-être qu'il y a des clients qui vont pas comprendre, et Mm. c'est le cas. Mais en tout cas, je vais faire tout pour. Et donc maintenant, je suis à 70-30%. 70% de mes vendredis, je prends pour moi. Et des fois, je fais 30% exception, où je D'accord. dois quand même gagner ma vie. Mais je suis assez content sur ça. Et en plus de ça, je prends 2 mois des vacances en été et 1 mois en Noël. D'accord. Donc du coup, 3 mois l'année, plus tous les vendredis, donc ça commence à faire. Et Mm. donc j'ai une vie où je me sens en contrôle de mon temps. Et en contrôlant mon temps, là, je vois plus clair. Parce que Oui. j'ai le temps de prendre de recul, de prendre la perspective, ce que tu n'as pas quand tu as la tête dans le guidon. Tu n'as pas de perspective, tu travailles, quoi. Et donc, c'est plus kiffant. Ouais, Ouais. Voilà. Et c'est moins stressant parce que j'ai déjà la stabilité financière d'être couvert, quoi qu'il en soit. Et en plus, j'ai mis de côté 5 000 euros pour des petits investissements. Si je dois, par exemple, acheter une caméra, si je dois rencontrer un client à l'extérieur que je sais que peut-être va m'apporter des affaires. C'était le cas, par exemple, à Paris, il y a un mois, etc. Donc, c'est plus côté, tout, avec, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'argent, tout se passe bien. Ok. On va parler tout à l'heure de ton nouveau projet. Mais avant ça, justement, comment en fait trouver la bonne idée de business? Il y a beaucoup de gens, énormément de gens aujourd'hui qui veulent lancer des projets, des business dans l'entrepreneuriat, etc., mais qui savent pas quoi faire. Comment, selon toi, on peut trouver l'idée? Est-ce que ça vient tout seul? Est-ce qu'il faut analyser les choses? Comment ça se passe? Mais encore une fois, c'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a pas une recette unique, encore une fois. Je pense que chacun le fait différemment. Moi, pour être complètement transparent, c'était mes meilleures idées, c'était soit aux toilettes, soit dans la douche. Ouais, Ouais, la, c'est la des douche, moments la que douche t'as pour très toi. très efficace. Ouais. Mm. Honnêtement, il y a l'eau qui tombe, il y a que moi, il y a le sang, ça aide. Et après, erreur commun, c'est de dire, bah, j'ai une idée, je la garde pour moi parce que c'est la bonne. Et tu parles Mm. pas autour. Ouais. Le fait de valoriser son idée comme si personne d'autre Voilà, sur cette terre ne l'avait eu, alors qu'en fait, voilà. il y a L'id- sûrement plein de gens qui y ont pensé aussi, et c'est peut-être l'exécution qui fait Voilà, la c'est différence. l'exécution, c'est l'équipe, c'est le timing, c'est beaucoup d'autres choses. Mais l'idée, si ça vaut, je suis d'accord, ça Mhm. vaut. Mais l'idée toute seule, ça vaut pas grand-chose. Donc, parle autour de toi, teste le marché, parle sur les Mhm. réseaux, prends des avis et tout ça. Et au contraire, probablement, tu vas trouver des gens qui sont excités par ton idée, qui vont Mhm. peut-être faire partie de ton équipe. Mhm. Et c'est complètement le contraire. Mhm. À mon expérience. Ouais. Donc là, je suis là, je commence à en parler autour. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle. J'ai trouvé le nom la semaine dernière, par hasard. Je Ok. racontais la petite histoire. Mhm. Et je suis assez content. J'ai une mezzanine chez moi, donc je suis en train de peindre, de faire un petit studio chez moi, D'accord. caméra, etc. Donc on est vraiment au début d'une belle aventure. Et moi, ce que j'ai en tête, c'est de passer un bon moment. Je ne me fixe pas d'objectif. Je veux monter en 1000 utilisateurs ou Mhm. 1000 viewers ou des subscribers, tout ça. D'accord, parce que Rien du celui-ci, tout. c'est un projet de cœur, Ouais, un projet pour la passion.
Et pour l'argent, bien évidemment, mais C'est ça. L'argent est toujours là. Je toujours, vais pas toujours. cacher. Hein, Mm, je cache pas. mm, L'argent, on va dire, ça va être une conséquence naturelle quand mm, tu fais des choses des qualités et mm, t'apportes de la valeur. Mhm. d'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut s'entourer aussi? Est-ce qu'on peut commencer à travailler sur l'idée tout seul? Est-ce que c'est important? Alors, quand on dit s'entourer, il y a déjà, on va dire d'un point de vue peut-être d'autres personnes qui font aussi ce type de métier, donc des entrepreneurs, etc. Il y a aussi s'entourer, trouver des associés. Mm. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Est-ce qu'on commence tout seul? Pareil, c'est toujours la même Ouais, réponse. ça Il y a dépend. plusieurs. Ça Mm, dépend de toi. mm, Moi, je pense que ça dépend de le niveau de connaissance que tu as de toi-même, encore une fois. mm, Et donc, tu sais comment tu fonctionnes bien. Est-ce que tu fonctionnes bien en équipe? Est-ce que tu fonctionnes bien en binôme? Est-ce que tu fonctionnes bien tout seul? Est-ce que tu fonctionnes bien tout seul, mais avec un avis externe professionnel? Donc, mhm, ça commence par toi, donc tes connaissances de toi. Et après, il y a un côté intuition sur tout ça. Donc, l'intuition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment expliquer et c'est plus chimique. Tu t'es dit, ouais, c'est la bonne personne, je ne sais pas pourquoi. À mm, chaque fois qu'on prend un café et qu'on parle de ces sujets, on monte, on se sent bien, mm. on est dans le bon mood. Donc, Il est tu as réceptif à l'idée. envie d'essayer avec cette personne. Et des fois, moi, j'appelle ça des warnings ou des red flags. Avec une personne, ça se passe très bien. Et à un moment donné, il y a un truc qui cloche. Tu ne sais pas ce que c'est. Mm, Et moi, j'appelle ça un red flag. Quand j'étais plus jeune, comme vous, des fois, les red flags, pour moi, c'était pas si clair. Et je disais, bon, c'est pas grave, je vais passer. Un peu comme mm, au début d'un couple, le Mhm. filtre est plus grand et plus grand. Et l'autre personne fait des trucs, mais c'est pas grave parce que tu es enthousiaste, tu es au début de l'aventure. Et finalement, le filtre, quand tu es en couple, quand je sais pas, 10 ans en couple, ça réduit des trucs que tu passais avant, tu passes plus. C'est un peu pareil. Donc, reconnaître ces red flags, ces warnings, pour moi, c'est une des meilleures façons de bien s'entourer. Quand on a parlé des s'entourer, oui, mais il faut bien s'entourer. Et tu me dis, mais Ouais. c'est quoi la recette pour bien s'entourer? Je vais tester. Mais les red flags, c'est comme tu dis, quand on est jeune, on les connaît pas forcément, mais c'est parce qu'en fait, tu les as avec l'expérience, avec le temps. Oui, Mais comment est-ce que du coup tu te dis ça, c'est un red flag, ça, c'est c'est vraiment, en fait, ça mm, vient de moi, c'est pas vraiment un red c'est flag. simple. Tu vas faire des erreurs et c'est OK. Ouais. Faire des erreurs, c'est OK. Ça fait partie de l'aventure. Mais c'est apprendre de tes erreurs qui c'est le plus kiffant. Tu me dis, est-ce que des choses que tu regrettes? En fait, non. Parce que chaque fois que je fais un truc, je peux en ressortir Mm. des choses plus ou moins positives, ou même positives. Je suis quelqu'un mm, de positif, je pense que vous avez compris. Ouais. Et donc, j'essaie de trouver toujours l'angle positif, même si la situation est vraiment... c'est difficile à voir que c'est positif. Bah, c'est un de mes qualités, je pense, mm, essayer de trouver le côté positif, de dire, OK, tout était la merde, pardon l'expression, mais ça, c'est positif. Et mm. ça, j'en garde. Le reste, Ok. je n'essaye pas de faire les mêmes erreurs, effectivement, mais je garde ce positif, Ok. Ok. Bah, je pense qu'on va pouvoir. Ouais. Dernier sujet peut-être. carrément. Ah. Tu as fait ton retour sur LinkedIn Ah oui. très récemment, du coup. Moi, j'aimerais bien C'est savoir vrai. ton avis sur la plateforme, ton avis peut-être sur le personal branding, Mm. chose qui va très, très souvent avec LinkedIn. Qu'est-ce que tu en penses? Mais pour l'instant, si je suis complètement honnête, j'ai pas beaucoup de recul. Donc, Mm, j'ai créé. Je suis toujours plus dans la qualité que dans la quantité. Et malheureusement, mon expérience perso et pro maintenant avec les réseaux, c'est plus quanti que quali. Par exemple, tu envoies 100 messages, il y a 2 personnes qui répondent. mhm, Alors que moi, je suis plus. C'est pour ça que j'avais pas besoin. Parce que moi, c'est plus qualitatif. Je rencontre une personne, je dis putain, j'adore, pardon, j'aime bien pas comme, grave. tu travailles, je vais te présenter quelqu'un. Mm, Et moi, c'est ça qui m'a fait mon réseau. mm, C'était pas les réseaux. Et donc, je me suis mis à l'époque avec Elliot, parce que finalement, quand tu lances euh, un projet, une solution digitale, il te faut pour rencontrer mm, ton mm, mm. marché. Mais après, j'ai vraiment plus besoin. Maintenant que je relance un projet un peu plus entrepreneuriat et que je vais faire une chaîne YouTube, un podcast, etc.,
Et j'ai eu l'occasion d'être invité ici. Je me suis dit, il va falloir peut-être se remettre pour au moins donner une petite vision de qui je suis et D'accord. comment je vois les choses. Ouais, c'est de la communication. Ouais. C'est plus un outil de communication LinkedIn qu'autre Donc, chose. moi, je suis plutôt inbound. Je fais très peu d'outbound. Je sais pas si vous voyez la différence. On pourrait peut-être définir les termes, ce serait peut-être plus Oui. simple pour tout le monde. Donc, inbound, c'est plus tu attires l'attention. Les autres viennent à toi. Je fais un truc de ouf. Oui. Et c'est pour ça que, j'ai vu que tu as fait ça. Ça m'intéresse. Je D'accord. veux travailler avec toi. Et outbound, c'est plus tu fais un peu ta vente. Tu dis, je fais ça, ça t'intéresse? Je peux faire ça pour toi, ça t'intéresse? Et donc, moi, j'adore Ok. les inbound. Je pense que, comme je l'ai dit, j'ai des compétences assez fortes que je peux montrer et que je peux attirer l'attention des gens pour créer de la valeur quelque part. D'accord. Je suis pas, notamment des cours. C'est ma vente finale, c'est les cours, Ok. cours hybrides, on va dire. Mais au début, c'est plus donner de la valeur, essayer de faire une communauté, Ok. rassembler des personnes. D'accord. Bah, justement, parlons-en. Ce projet, ce nouveau projet que tu vas mettre en place et que du coup tu vas essayer peut-être de montrer sur LinkedIn, c'est totalement le sujet de notre troisième partie. Donc, comment mettre l'IA au service de l'éducation? On va te laisser peut-être introduire le sujet. Tu seras le meilleur pour en parler, donc Carrément. on t'écoute. Donc, l'éducation, ça fait partir de notre société depuis des siècles. Au début, c'était une transmission à la parole, avec du storytelling. Et ça a évolué dans des cadres maintenant supérieurs, dans presque tous les pays. Tu as une enfance où tu commences la garde d'enfance et après tu vas au primaire, deuxième, high school, etc. Donc ça fait partir de notre société. Maintenant, le problème, c'est que la question, c'est est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a évolué avec le temps? Est-ce que la façon de faire il y a 100 ans, 10 ans, 15 ans, c'est la façon dont on doit faire maintenant? Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on recycle? Est-ce que les profs, ils sont capables de dynamiser, de garder l'attention avec des personnes qui sont hyper connectées et qui ont des problèmes qui, si jamais ils regardent son téléphone pendant chaque 2 minutes, ils sont stressés. Donc, tout ça, c'est des questions que nous, les pédagogues, on se pose. Parce que moi, je me considère un pédagogue, ingénieur pédagogue. Donc, ça, c'est une approche plus, on appelle ça holistique. Donc, au lieu de comment je peux engager cette personne, non. Comment je peux créer un environnement où déjà, l'environnement, ça aide à que la personne soit en mode, c'est un peu comme le studio, la petite lumière, le micro, donc ça me donne envie de parler. Donc, c'est pareil. Donner envie d'apprendre. Et maintenant, comment apprendre de façon efficace à l'aide aussi des outils d'aujourd'hui. Et parmi les outils d'aujourd'hui, c'est l'AIA. D'accord, ok. Et moi, j'ai une question directement sur du coup l'AI. T'as pas peur de te perdre dans tous ces outils d'intelligence artificielle aujourd'hui qu'on retrouve? Parce que là, il y a quelques jours, j'ai envoyé par exemple ReadGPT à Ixon, parce qu'en fait, maintenant, grâce à ChatGPT, il y a des milliers d'outils. La ReadGPT qui t'aide à draguer. T'as pas peur de te perdre en fait dans toute cette multitude d'outils? Non, parce que encore une fois, je me connais bien et je connais le métier. Et donc, j'applique mes filtres. Et donc, parmi tous les outils, il y a des outils plus quali et plus quanti. Et donc, je focalise sur les quali. Parce que je vois... Parce que, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'avais envie aussi d'aider la communauté pédagogiquement parlant? Parce que je voyais qu'on est un peu stagné. On est dans un impasse où il y a des gens qui pensent que l'AIA vont prendre leur travail carrément. Ou alors ils sont contraires à l'AIA parce qu'ils disent c'est du cheating. C'est cheating, les étudiants, ils font de la triche. Pour nous, c'est la triche aussi. Donc, c'est une façon un peu négative de voir l'évolution. Et comme je dis, pour moi, l'évolution, ça fait partir de la vie. Changement, c'est entrepreneuriat, c'est la base. Et donc, je m'adapte assez bien. Et en connaissant le métier profondément, je vois quel outil c'est vraiment fait de façon au niveau superficiel. Et ça a l'air que ça peut t'aider, mais quand tu rentres dans les sujets,
pas vraiment. Mhm. Ou alors un outil une fois que tu connais, parce que finalement l'IA, pour être complètement transparent, c'est un LLM, donc un Large Language Model, ce qui a démocratisé l'IA. L'IA, ça existe depuis longtemps dans notre société, mais Ouais. ce qui a démocratisé l'IA, c'est la façon que maintenant, on s'exprime de façon courante. Tu peux parler à l'IA comme tu parles à un ami. Tu n'as Mhm. pas besoin de parler comme Shakespeare, tu n'as pas besoin de parler comme un scientifique. Tu lui dis exactement avec comment tu t'exprimes, ce que tu veux faire. Et si ta question est pertinente et ton input est correct, mais les outputs, ça va être extraordinaire. Oui. Le problème, moi j'appelle ça un système shit in, shit out. Mais Ouais. si tu mets... Et c'est un robot, ça parle pas français, on n'est pas obligé de faire des grandes phrases bien développées, hein. Mhm. Mhm. Ok, donc cette troisième partie, tu nous as dit que tu voulais la découper en 4 sous-parties. La Mhm. première, c'est l'utilisation de l'IA dans l'interaction professeur-étudiant aujourd'hui. Comment tu vois la chose? Interaction professeur-étudiant. Mhm. Donc, en gros, je vois deux côtés. Côté prof, nous, il y a une étude qui vient de sortir, 50, en moyenne, on passe entre 50 et 52 heures pour faire tout ce qui n'est pas devant l'étudiant. Donc, je parle toujours des profs qui font bien son boulot. Donc, préparer les cours, corriger, donner de feedback, tout ce qui est côté admin, donner les notes, contacter. Donc, 52 heures, c'est énorme. Donc, ce que je vois, c'est une gagne, encore une fois. Tu reprends le contrôle du temps. Et c'est un outil énorme pour faire ça. Mhm. Pour t'aider à tout ce que tu fais en 52 heures, maintenant tu le fais en 5 ou 10. D'accord. Et c'est quoi? Tu l'as dit, de la correction de copie, par exemple? La correction copie, Préparation des sujets? préparation des sujets en approfondi, anticipation de questions, préparation à ton audience, adapter tes cours à ton audience. Par comme exemple, dit. je suis professeur d'histoire Mm. pour une classe de 6e, donc ils sont encore assez jeunes. Mm. Est-ce que je peux m'en servir pour peut-être réadapter les cours? Enfin, comment Ouais, je carrément. peux concrètement... Donc concrètement, c'est ça, Mm. c'est ça ce que je suis en train de lancer. Où là, je pourrais te proposer une masterclass, je pourrais te proposer un cours intensif où je vais te montrer concrètement comment faire. Mais en Donc gros, tu vas montrer au prof comment faire, en oui, fait. exact. Ok, d'accord. Donc tu vas encadrer le prof. Ouais. Ok, Mais d'accord. tu vas pas faire le boulot du prof, parce que Non, parce que le boulot de prof, c'est impossible. On a dit, c'est les hard skills, soft skills, voilà. ouais, c'est ça. Pour Ok. moi, le prof, ça fait partir d'un des métiers, ça va être très très difficile à la IA de prendre le dessus. Il y aura certains pourcentage de la population qui préférera le faire avec un bot, ok. Mais à mon avis, il y a la plupart de la population qui va continuer avec des bonnes profs. Par contre, ce qui va faire un filtre énorme, c'est avec les mauvais profs qui ne veulent pas se recycler ou les bonnes profs qui s'adaptent au temps et qui intègrent l'IA et qui intègrent une méthodologie plus engageante, plus motivante, plus ludique, plus dynamique, de faire apprendre. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est pour la première partie. La deuxième, c'est l'utilisation efficace et éthique de l'IA dans l'éducation, question éthique, qui revient beaucoup. Encore une fois, qu'est-ce que tu en penses? Donc, comme on a dit, il y a plusieurs façons de faire tout. Et utiliser l'IA de façon efficace, ça dépend de ce que tu fais, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je montre la façon dont moi, avec les études que j'ai, les certifications que j'ai eues, les parcours que j'ai eus depuis 1 an et demi que on a l'IA, je vais montrer une façon de faire qui, à mon avis, ça va être efficace. Après, comme on a parlé tout au début de notre podcast, ce que je vais te donner, c'est une base, un esprit critique pour pouvoir jouer. Comment vous appelez ça en français, un playground? Souvent, il y a le bac à sable qui est utilisé comme bac à sable. Quand on est petit, le bac à sable, c'est le bonheur. On arrive, nos potes sont là, il y a deux apps, tu la mets dans la bouche, voilà. Tu testes. Tu testes, tu joues, quoi. Ouais. Et pour moi, la pédagogie, on va dire l'éducation en général, c'est notre bac à sable pour le prof. Et on doit s'amuser avec. Et on doit jouer. Et on doit tenter des choses. Et on doit s'y tromper des fois. Et on doit mettre des sables dans la bouche des fois. Et c'est pas un problème.
parce qu'on le fait de façon bienveillante et voilà. Et donc l'IA, ça fait partir d'un outil dans le bac à sable où on va jouer et on va essayer de mettre ça au service de nos étudiants et de nous. D'accord, ok. Mhm. Troisième point, du coup. Alors, ça va être un prochain projet YouTube pour aider au sujet. Donc, Carrément. Avec Donc ça commence petit par une studio que tu fais sur ta le mezzanine. petit studio de tout à l'heure, c'est ça. Exact. Donc chez moi, je construis un petit studio et je le dis de façon très fière parce que je ne sais pas si je vais faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. À un moment donné, j'espère pouvoir avoir un studio. Mais pour l'instant, je suis assez content en habitant à Bordeaux-Centre. Petite maison, j'ai la chance d'avoir une mezzanine assez grande pour faire un studio, donc très bien. Et maintenant, je me lance. J'ai mis le mois de mars. Je ne sais pas exactement à quelle date. Je suis en train de déconstruire un peu la trama, comment je vais faire, la petite introduction, etc. Et le faire de façon aussi avec ma petite sauce pour essayer de connecter avec le public qui je connecte avec. Des fois, tu vois un YouTuber ou un influenceur, je ne sais pas comment ils les appellent exactement, mais ça te parle. Ou des fois, tu le montres à ton pote et ça lui parle pas. Oui, C'est comme ça. C'est le développement d'une communauté autour Voilà. de toi. Donc, moi, je me vois comme ça. Il y a certaines populations qui vont aimer ce que je fais, de ma cible. Il y a certains qui vont pas aimer, et c'est pas grave. Moi, ce que je veux tout au début, c'est d'un peu kiffer. Et c'est quoi le sujet de cette chaîne YouTube, du coup? Donc, le sujet, c'est... donc, pour expliquer le sujet, j'explique un peu le parcours et le nom que j'ai trouvé il y a 1 semaine et demie. Donc on a une exclu. Voilà. C'était au début, donc à une petite première itération en rencontrant le marché, c'était aider les profs à intégrer l'AIA dans le cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai appelé ça Teachers Try AI. Donc, il y avait une petite allitération avec le t pour donner un côté un peu plus vente. OK. Teachers Try AI. Je me suis dit, bon, ça a l'air bien. En plus, je prends le domaine. Il est .com, il est disponible. Il est disponible. Ok. Donc, parfait. Et donc, je commence à rencontrer le marché, parler autour. Et qu'est-ce qui se passe? Je rencontre, au lieu des questionnaires quantitatifs et quelques qualitatifs, je vois qu'il y a une certaine peur quand je parle de l'AIA, de dire il y a un certain rejet de quelques parties de la population de profs qui disent non, l'AIA, entre guillemets, j'ai rien à faire. C'est un truc, c'est du cheating. Ils n'ont vraiment pas envie d'essayer, en fait. Ça les dégoûte un peu. Donc, pour rester un peu plus neutre, même si finalement je vais parler de l'AIA, en parlant de ça, je me suis dit, OK, on va partir un peu plus large. On enlève IA et on laisse le reste. Donc, finalement, c'est une chaîne pour aider pédagogiquement les profs d'aujourd'hui, un prof de n'importe quel sujet aujourd'hui, à devenir un meilleur prof. Avec une pédagogique intéressante, dynamique, qui engage, qui motive, qui à la fin, tu as de feedback positif des étudiants, que tu ressens que tu as fait un mini impact positif dans la vie de quelqu'un, même si c'est un étudiant par cours, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a plein de profs qui passent, et les étudiants, même ça, c'était qui? On avait cette prof? Je sais pas. C'est et vrai. ça, pour un prof, c'est la première chose. Tu vois, tu veux créer un mini impact, mini choc dans la vie de l'étudiant pour dire... Oui, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est qu'on a tous un prof qu'on a en tête et qu'on n'oubliera jamais. Ouais, c'est sûr. Alors on a que des anecdotes pourtant, dessus avec nos potes. Ah oui, Voilà. oui. Et pourquoi? Et c'est pas les hard skills, c'est pas parce qu'il était trop fort en maths, c'est probablement le soft skill, parce qu'il racontait des histoires, des ouf, parce qu'il rigolait avec vous, parce qu'il avait une certaine façon d'être, ce qu'on appelle le teaching persona. Donc, ce que je vais essayer, en tout cas, d'amener de la communauté, c'est apporter de la valeur pour mettre les skills que tu as et monter en niveau, pédagogiquement parlant, et un des outils, évidemment, c'est l'IA aujourd'hui. Donc, ça va faire partir de la chaîne. Et donc, on a passé des Teachers Try AI. Et là, je m'ai pris la tête. Je me suis dit, vas-y,
si on enlève, si c'est que... et donc, je suis parti très loin. Et à un moment donné, je parle avec un collègue à l'INP, c'est une des universités où je donne d'ingénieur. Il m'a dit, ben, t'enlèves IA. Teacher's Ouais. Teacher's try. Bah oui. Et là, Mm. je me suis dit, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai. Parce que les profs, comme j'ai dit, les bacs à sable, on essaye. Mm. Et on est tente. Parce que si tu restes dans ta zone de confort et tu fais ce que tu as fait il y a 5 ans, mais on a vu, il y a 5 ans, il n'y avait pas l'IA. Mm. Voilà, tu es en retard. Et donc, Teacher's Try, ça va être plus qu'une chaîne YouTube, ça va être un espace, ça va être un univers où je vais essayer d'écrire aussi dans un second temps, mais il y aura des espaces Zoom notamment, où les personnes vont pouvoir développer, des profs, développer leurs idées en binôme, en 3, en 4, et ne fait que dans le coin avec les petites vidéos YouTube. Donc en gros, c'est construire une communauté bienveillante où les profs, ils prennent les rênes. Déjà, ils gagnent de temps parce qu'avec l'AI, on va plus vite avec tout ce qui est côté admin. Mais aussi, on propose des activités beaucoup plus engageantes où tu vois carrément qu'il y a une différence entre la semaine où tu n'utilises pas les outils Teachers AI, Teachers Try, et la semaine où tu as incorporé ça et tu t'es dit, incroyable. Ça a tout changé, ils sont engagés, ils parlent entre eux, ils sont en train de faire de l'activité. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. C'est un peu ça, c'est le... Super, vraiment C'est incroyable. un peu du B2B2C où le B va être toute l'équipe pédagogique et en fait le C ça va être du coup l'élève final. C'est correct. Donc, Ok. Franchement, je super ne suis pas intéressant, ouais. prof, mais j'ai déjà envie de regarder les vidéos. Merci. C'est marrant, ça sort quand la chaîne? Mais à partir de mars, je commence en édition. Je suis pas très fort. Je peux pas être fort partout. Et donc édition, c'est un de mes points faibles. Et donc je pense que je vais passer pas mal de temps au début à éditer et essayer de faire des efforts pour rendre un peu plus professionnel. Donc peut-être vous allez continuer à faire des chaînes. Vous allez des conseils à me donner sur ce point-là pour l'édition. On espère. Je sais que tu peux passer pas mal de temps à faire l'édition, si c'est jamais parfait, etc. Le son qui est tout le temps plus galère qu'on le pense. Exact. Donc non, pour l'instant, c'est plus le contenu avec qualitatif. Je sais pas si le contenant, la forme, pour l'instant, ça serait peut-être des briques et des brocs. Mais je sais, je me connais, je vais m'améliorer. D'ici à 6 mois, 1 an, il y aura une grosse différence entre la première vidéo que j'ai fait et la 15e. D'accord. On espère. Parfait. Et donc, dernier sujet, peut-être pour terminer, sur les limites de l'intelligence artificielle. Ouais. Ok. Mais il y a des limites très claires. On a parlé déjà, tout ce qui est soft skills. Okay. La logique, le common sense. Il n'y a pas de common sense. Moi, ce que j'essaye de faire avec mes étudiants, si tu leur dis, une des pédagogiques que j'adore, c'est au lieu de dire ou faire, tu montres et tu démontres. Donc, tu montres un exemple précis sur quelque chose, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Tu m'as montré l'exemple. Donc, j'essaye de justement montrer les limites de l'AIA. Donc, l'AIA, elle est très, très forte pour te faire partir. Tu connais rien un sujet, tu connais 0. Te faire partir de 0 à 1, très fort. Incroyable. D'accord. Maintenant, tu essayes d'augmenter. Quand tu connais bien le sujet, tu essayes de... si vous avez essayé de... Notamment, c'est très clair à voir avec l'AIA de text to image. Essaye de créer une image assez précise de ce que tu as en tête. Oui. C'est pas possible. Impossible. Voilà. Donc, par contre, créer à peu près une table et 3 personnes et un mur, de 0 à 1, elle peut passer. Ouais. Par contre, avec une plante, avec de lumière, avec ci, avec ça, là, tu galères. Donc, c'est la même chose, mais au niveau pédagogique, pardon. Donc, à chaque fois que j'intègre l'AIA avec mes étudiants, on montre un exemple des limites d'IA. Et donc, un des exemples que j'adore, c'est la question, qu'est-ce qui est le plus lourd? La moitié d'un poulet vivant ou la moitié d'un poulet mort? Je vous pose la question. Vous n'avez pas d'IA maintenant à répondre. La logique, ça serait de dire les mêmes. Ouais. Soit les mêmes, soit le vivant, mais je vois pas pourquoi le mort serait plus lourd. Et donc, on fait ça, et on réfléchit ensemble, on les met par équipe, et après, on dit, vas-y, on teste avec ChatGPT, même si tu as ChatGPT 4, okay. On lui pose exactement la même question.
Il va te dire le mort. Et il va dire, ça dépend qui pose la question, il va dire le vivant, il va dire les deux, il va dire le mort. La réponse est, est-ce que tu as déjà vu à la moitié d'un poulet vivant? Ouais, c'est vrai. Et quand tu dis ça, tu dis, ah, c'est vrai. Mais maintenant, quand tu l'expliques à l'IA et tu lui poses ces questions, l'IA, il est têtu. Il dit, ah ouais, non, mais non, mais... Et il continue à te donner des réponses. Voilà, et donc ça, c'est un exemple que je présente, mais il y a plein comme ça. Mathématiquement, avec des textes images, maintenant il y aura des textes vidéo. Nous, c'est avec, par exemple, on faisait une étude des marchés. Donc, en tout cas, l'IA, trop fort, de 0 à 1. Par contre, on valide tout et on trust 0. Ok. Voilà, ça serait la masterclass, c'est valide tout, trust 0. Parce que c'est parfait. C'est facile à faire comprendre ça à cette nouvelle génération du coup qui grandit un peu avec. Mais les générations qui grandissent pas avec, cette limite-là, elle leur fait peur parce qu'en fait, ils voient l'IA comme Terminator en fait. Limite, C'est vrai. mais elle réfléchit beaucoup trop, elle va bientôt prendre notre place. Et c'est Mm. plus cette génération-là qui est difficile à convaincre. Ça va être peut-être aussi ton objectif avec la chaîne YouTube. Moi, je pense qu'en montrant des exemples clairs et précis, tout le monde peut comprendre. Et je pense que l'éducation, c'est justement une façon géniale. En France, c'est une des sociétés où je vois même moins. Là, cette année, on a commencé à faire compostage à la maison. Mhm. Je sais pas, ça a été implémenté. L'année dernière, ça a mis en place pour la restauration. Et cette année, c'est même, je pense, j'ai lu dans les journaux ils vont regarder dans ton bac pour voir si tu fais Ah bien bon? et ils vont te mettre une amende si jamais tu fais ça. Je pense pas que maintenant, je pense que c'est plus on va faire ça, mais à un moment donné, ils le feront. Donc on est dans une transition et moi je suis assez, on va dire, écolo. Et par contre, j'avais pas le réflexe de compost alors que je mange énormément de fruits et légumes, tout ça. Et là, grâce à que l'éducation d'une population entière augmente et on met des limites, je me suis dit, ben maintenant, je n'ai plus le choix. Donc, et je suis très content. C'est un espèce de truc bizarre. Quand je composte, je me sens bien. Donc, c'est un peu la même chose avec l'IA. Une fois que tu comprends pourquoi tu le fais, que tu aides l'environnement, que tu vas avancer comme société, que tu vas pouvoir aider avec ça, c'est beaucoup plus facile d'avaler la pilule. Alors que si tu le fais simplement parce que, et il n'y a pas une raison derrière, c'est compliqué. Donc, mon but, c'est de montrer, au lieu de... Moi, je trouve que les chaînes que j'ai vues, c'est un peu superficiel. Regarde, c'est super outil, Mistral, c'est encore mieux que ChatGPT. Allez, vas-y, teste. Moi, je vais essayer pour discerner, ou pour faire la différence entre quel outil tu vas utiliser, je vais rentrer vraiment dans l'outil. Montrer des exemples, montrer des cas précis. Comment je peux planifier un cours et avec ce que tu as, le rendre beaucoup plus ludique, beaucoup plus dynamique. Quelles étapes? Et c'est quoi la limite de cet outil? Pourquoi cet outil, quand tu poses cette question, il va te donner une réponse fausse? Donc, j'espère apporter de la valeur pour une communauté en expliquant, en montrant et en donnant des exemples qui sont précis et qui aident. D'accord. Ok. Bah, c'est parfait. Bah, merci On peut beaucoup. clôturer sur ça. Moi, j'ai En tout juste, cas, une petite d'accord. question que j'aime bien poser, c'est Carrément. est-ce que tu as des ouvrages ou alors Ah oui. des personnes à conseiller à aller voir, Mm. des livres, des vidéos, tout Ah oui. ce que tu peux conseiller en fait pour... Carrément. Mais Ce déjà, qui la peut- Lean Startup, Ouais. Eric Rice, pour Mhm. tout ce qui est entrepreneuriat. Et même si tu n'as pas envie d'être entrepreneur, c'est un livre où ça te donne une autre perspective de travail Mhm. et des façons de faire. Et des fois, j'applique la Lean Startup sur des trucs qui ne sont pas du tout entrepreneuriat dans ma vie. Donc, au lieu de faire son analyser, eh bien, il faut prendre un petit recul, analyser ce que je suis en train de faire pour continuer dans le chemin ou changer. Donc, ça, c'est un des livres que je recommande. Et un deuxième, on va dire, je vais dire un deuxième et un petit podcast que j'aime bien. Deuxième livre que j'ai lu il y a 3 semaines à peu près, Steal Like an Artist. Je ne me rappelle plus de la personne qui a écrit ça, mais en tout cas, c'est un artiste et il t'explique, démocratise la façon dont on procède.
Et on parle justement de syndrome d'imposteur, D'accord. où tu t'es dit, est-ce que je suis en train de les faire bien? Parce que là, on dit s'inspirer. On s'inspire des différentes sources. Donc, en gros, pour la faire courte, ce livre, il te montre avec plein d'exemples, de façon très Concrète. simple et concrète, Mhm. si tu prends par exemple la source de Wikipédia ou d'un artiste et tu copies, paste et tu changes un truc, mais ça c'est de fraude. Mhm. Ouais, Par du contre, plagiat, oui. si tu prends cet artiste, Wikipédia, ton expérience, ce que quelqu'un que tu aimes bien, un youtubeur t'a dit, etc., et tu fais un Frankenstein, ça c'est innovation. Ok. Et donc, c'est le livre est rassurant pour moi de dire, oui, en fait, ce que je fais, c'est une bonne façon de faire. D'accord. D'accord. Ok. Et finalement, de podcasts qui m'ont vraiment aidé pour l'entrepreneuriat, c'est les Talks de Wagon Ouais. français. Mhm. Bravo pour les Talks de Wagon parce qu'ils amènent des entrepreneurs qui... Il n'y a pas que des success stories, Ouais. il y a tout type de succès, tout type de galères, tout type des obstacles. Et quand tu es vraiment, quand j'étais dans Elliott et j'avais des galères, ça m'a aidé énormément à dire, je suis pas seul. Ces sentiments de, ouais, je sors dans cette galère, non. Je voyais, j'ai écouté, surtout à la salle de sport, je me mettais des petits podcasts. Et je voyais qu'il y avait des galères beaucoup plus grosses que la mienne. Et donc ça rassurait. Ok. Et dans le même sens, mais en anglais, How I Built This. Ok. Très très bon podcast, pareil, mais à la américaine. Donc on sait les Américains sont trop forts pour les shows. Oui, comme Voilà. toujours. Parfait. Ben, on va pouvoir conclure. Merci beaucoup, Pablo, Merci les gars, d'avoir accepté notre invitation. carrément. Et merci à vous de nous avoir regardés. Je vous rappelle, du coup, qu'on est en live là sur Twitch, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes d'écoute. Mhm. Donc, n'hésitez pas et merci beaucoup. Au revoir.